Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Mais bienvenue dans Les vraies voix sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. Alors c'est les vraies voix de l'été, même si vous l'entendez, le temps est de moins en moins estival. Mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. On a eu à peu près tout ce qu'il fallait et parfois on en a trop eu. On est ensemble jusqu'à 19h pour débattre de l'actualité. L'actualité qui est un peu lourde d'ailleurs pour un certain nombre des sujets sur lesquels nous reviendrons. Et nous en débattrons comme chaque soir avec nos 3 vraies voix du jour. Alors on est déjà avec Rizlan Sileka. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. J'ai dit bonjour, mais à 17h on dit bonsoir ou bonjour? Oui, on peut dire bonsoir. Hein, on peut dire bonsoir. Bonjour, bonsoir. Allez, bien le bonsoir. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes déjà intervenu dans les vraies voix Sud Radio. On est ravis que vous reveniez. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi réalisatrice, notamment pour l'émission Arnaque, c'est sur M6. Oui, absolument. Oui. Et par ailleurs, vous êtes podcasteuse. On retrouve vos podcasts? Alors, donc, il y a Un monde sous influence sur toutes les plateformes d'écoute et en particulier sur Maili Media. Et donc, il y a d'autres podcasts, The Rizlan Podcast sur YouTube, donc sur Rizlan Sileka sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Exactement. Bon, comme ça, c'est assez facile à trouver. Absolument. On va y revenir justement parce que vous avez notamment traité d'un sujet sur lequel nous sommes obligés de revenir ce soir. Vous verrez dans un instant. On est avec quelqu'un qui aime beaucoup aussi l'influence. Tiens, il en a de plus en plus. Bonsoir à vous, mon cher Philippe Bouriaki. Comment ça va? Ça va très bien. Mais moi, je dis bonsoir à partir de 18h. Vous êtes d'accord. Mais alors bonjour et puis je vous dirai bonsoir tout à l'heure quand vous reviendrez. Vous êtes élu, vous êtes membre de l'écologie au centre. C'est un parti écolo, mais plutôt de centre droit. Plutôt de centre. Ouais, plutôt de centre droit. Centre. Légèrement droite, mais vous êtes dans la même. Vous soutenez Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Je suis dans sa majorité. Exactement. Donc c'est plutôt centre, mais qui tombe du côté droit. Qui parle avec les deux jambes droite et jambes gauche. C'est parfait. Bon, tant que vous ne boitez pas, tout va très bien. On est ravis de vous avoir. Vous serez aussi candidat du côté de la mairie d'Orly, c'est en Île-de-France. À distance, avec nous, notre vraie voix qui est en duplex, c'est Jean-Luc Benamias. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va très bien. Il pleut enfin. Ben, il pleut enfin chez vous. Vous dites enfin, on est d'accord. Ça manquait sérieusement d'eau. Vous êtes pas le seul. 2 mois sans flotte, c'est beaucoup. Hein. Ouais, 2 mois sans flotte, c'est beaucoup. Et c'est évidemment une problématique qui intéresse l'écologiste que vous avez toujours été. Vous êtes par ailleurs, je le disais, membre de la Ligue des droits de l'homme en duplex de la Drôme. On est d'accord? On est totalement d'accord. Bon, entre Creil et Dieu-le-Fille, Bourdeau pour tout raconter. Bon, mais écoutez, c'est un bel endroit. En plus, je comprends que vous y restiez. On est aussi avec Fabrice ce soir. Bonsoir à vous, Fabrice. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir ou bonjour à tous. Et justement, je ne sais pas si vous êtes la vraie voix du jour ou la vraie voix du soir. Bon, quoi qu'il en soit, il fera nuit quand vous partirez peut-être. Vous êtes avec nous 0826 300 300. Depuis quel endroit précisément? De Creil. De Creil, précisément. Au nord de Paris, c'est bien noté. 50 km au nord de Paris. 50 km au nord de Paris, ce qui veut dire qu'à 50 km, vous écoutez encore Sud Radio sur le 99.9 FM. Vous avez raison d'ailleurs. Je vais revenir avec vous dans un instant sur l'actualité qui retient votre attention. Vous êtes avec nous toute l'heure, d'ailleurs on va débattre avec vous et parler notamment de la situation internationale. Mais avant ça, justement, je vous présente quand même le programme. Demandez le programme des vraies voix. Notre grand débat, c'est un débat lourd, en même temps une question qui taraude beaucoup de Français, un certain nombre aussi de Franco-Israéliens et une bonne partie, en gros, de la population. Qui est responsable de la dégradation fulgurante des relations entre la France et Israël? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ou est-ce que c'est Benyamin Netanyahou? On va revenir sur l'actualité, à la fois du côté de Gaza, le cabinet de guerre qui a validé la nouvelle offensive israélienne sur la ville de Gaza, 60 000 réservistes, on l'a dit hier, qui ont été rappelés, d'autres décisions politiques qui font scandale à l'étranger, comme par exemple la validation de la construction d'une nouvelle colonie de 3000 colons en Cisjordanie qui couperait ce territoire en deux. On va y revenir à partir de 17h30. C'est un débat lourd, on le sait, toujours, et pour beaucoup de personnes, parce que ça touche parfois aux convictions intimes des uns et des autres. On y reviendra calmement, que tout le monde puisse se faire entendre et qu'on puisse en débattre le plus possible et le mieux possible à partir de 17h30. Les autres actualités, elles sont pas beaucoup moins lourdes. C'est la mort de cet influenceur sur la plateforme Kik, Jean-Pierre Manœuvre. On va se poser une autre question ce soir, parce qu'on en parlait déjà hier, comment ne pas en parler, cet homme qui est mort pendant un live, après avoir subi des mois et des mois de sévices. La question qu'on se posera, c'est comment on a fait pour laisser cette plateforme et ce genre d'émission circuler comme ça pendant des mois et des mois sans qu'on ne fasse rien, sans qu'il n'y ait la moindre sanction et sans finalement que
tous les signalements qui ont été faits, parfois même par la presse comme Mediapart, n'aient eu la moindre conséquence. On y reviendra à partir de 18h40. Et puis on va essayer de surmonter le moral un petit peu, parce qu'on est aussi Sud Radio. Et je le rappelle, il y a une fête qui est très importante dans le sud-ouest. Ça se passe à Castelnaudary. C'est la fête du cassoulet de Castelnaudary. Les gens de Castelnaudary sont persuadés que c'est le meilleur du monde parce qu'il y a plusieurs recettes. Eh bien, on sera avec le grand maître de la confrérie ce soir. Ce sera l'info en plus à 18h15. Voilà pour l'ensemble du programme. Maintenant que je vous ai donné le menu, c'est le cas de le dire, on retrouve Fabrice. Mon cher Fabrice, au 0826 300 300. Avant qu'on parle de ce qui se passe entre la France et Israël, vous voulez revenir aussi sur ce qui se passe pas loin de chez vous, c'est ça ? Tout à fait. Donc en préambule, mes 2 coups de gueule proposés ayant déjà été choisis, je me suis rabattu sur du local. Mais c'est pas grave, parce que ça nous intéresse d'entendre ce qui se passe aussi du côté de Creil. Donc j'habite Creil, j'aime ma ville, mais qui est en pleine déliquescence. Pour illustrer, en 1 mois, 6 établissements ont fait l'objet d'une fermeture administrative pour des motifs divers. Jeux clandestins, soupçons de prostitution, présence de cocaïne, bars clandestins, denrées périssables dans des chambres froides, en panne, etc. Et cela ne s'arrête pas là. C'est quel type d'établissements qui ont été fermés administrativement ? Comment ? C'est quel type d'établissement qu'on a fermé administrativement ? Sans forcément donner des noms d'ailleurs, mais c'est quoi ? C'est des épiceries, c'est des bars, voilà, c'est des restaurants. 6. Mais cela ne s'arrête pas là. En parallèle, une page Facebook, Creil Je Vois Tout, a publié 20 enregistrements juridiquement hallucinants et pourtant non dénoncés par la mairie comme étant de l'IA. Creil, déjà célèbre pour l'affaire des foulards, puis il y a eu Redouane Faïd. Et maintenant, n'ayons pas peur des mots, comme Gotham City. Voilà. Vous avez l'impression de vivre à Gotham. Gotham, je le rappelle pour ceux qui sont peu familiers de Batman, c'est la ville de Batman, une ville du péché et du crime, si je caricature un petit peu. C'est vraiment votre impression ? C'est tout à fait, voilà, tout à fait. Écoutez, on va faire réagir nos vraies voix parce que c'est un cri du cœur d'un habitant. Par exemple, Rislaine Sileka. Oui, j'entends donc ce témoignage, ce coup de gueule. Mais bon, il faut faire quand même attention de pas tomber donc dans l'islamophobie. Il faut pas tomber donc dans le racisme. Il faut rappeler aussi que le racisme, l'antisémitisme, ce ne sont pas des pensées, ce sont des délits. Donc, il faut vraiment être ferme par rapport à cela. Et voilà. Bon, on n'a pas eu ce mot-là. Mais bon, Gotham City, c'est quand même tendancieux quand même. Oh, c'est Batman. Voilà. Oui, Batman. Quel rapport avec le racisme et l'antisémitisme ? Doucement, on va y aller tranquillement. Mais là, pour le coup, vous aviez une référence à la religion, vous en aviez pas là-dessus ici ? Non. Bon, vous parliez de ce qui se passe sur quoi ? La sécurité, en gros, les fermetures administratives du trafic de drogue, pour le coup, c'était plus ça, je pense, le point commun. Vous aussi, vous êtes élu en Île-de-France. Tout à fait. Bon, est-ce que vous la entendez 5e ville la plus dangereuse de France. La vôtre ? La mienne, Orly. Proportionnellement au nombre d'habitants. Il s'y passe des faits de délinquance, des agressions, du trafic. Que subissent en premier lieu les habitants d'Orly, tous les habitants, et y compris ceux qui y passent. Parce que du coup, l'aéroport d'Orly rentre dans les statistiques et les chiffres de notre ville. Donc ça nous plombe un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que peuvent faire que peuvent faire les maires, par exemple ? Alors, les maires ont un pouvoir de police, mais qui est quand même assez restreint sur le niveau de tout ce qui est instruction, juridiction et enquête de police. Ça, c'est donné aux officiers de police judiciaire. Vous avez la possibilité d'avoir une police municipale. Je crois qu'il y a une police municipale. Moi, j'ai des copains qui habitent à Creil et qui en font pas la même analyse. Alors c'est sûr, attention, je dis pas que on peut entendre tous les points de vue sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'ils en font, les habitants de Creil, chez vous ? Il faut. Alors, ceux que vous connaissez. Évidemment, il y a des endroits qui sont des endroits de deal, des endroits chauds, des endroits de délinquance, et à juste titre, heureusement que l'auditeur le rappelle. Fabrice, pardon, j'avais pas retenu le prénom. Mais en tout cas, pour eux, c'est pas Gotham City, c'est une ville qui a des difficultés réelles parce qu'il y a une population qui pose des problématiques. Il y a, c'est pas l'excuse de dire que le chômage favorise l'indélinquance et l'insécurité. En tout cas, c'est une courroie de transmission claire et classique. Et on l'a vu pendant toutes les décennies depuis la création des grandes villes, des métropoles et des grandes cités. Mais la cité au terme romaine, dès qu'il y a un ensemble de plein d'individus qui habitent en superposition, forcément, l'un peut entraîner l'autre. Il suffit de 2-3 fruits pourris pour contaminer tout un panier, certes. Mais c'est pas Gotham. Gotham, c'est la ville du crime, du péché et des vices. Fabrice, vous êtes toujours avec moi, Fabrice ? Oui, tout à fait. Je suis en train d'écouter. Creil était, il y a jusque dans les années 90, une ville prospère. C'est devenu une cité dortoir. Cette cité dortoir, elle n'est pas devenue dortoir par une opération du Saint-Esprit ou autre. C'est une gestion municipale. Nous avons une ville
qui est socialiste depuis un siècle, sans alternance. Et on est arrivé aujourd'hui à Gotham City. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Vous n'avez pas décidé d'en partir, rassurez-moi. Non, pour le moment, non. J'ai bien précisé en préambule, c'est une ville que j'aime. Mais je sais. Oui. On est à 25 minutes de Paris, on a l'Oise, on est à 30 minutes de Roissy. C'est une ville qui a du potentiel. Vous savez que pour la moitié des auditeurs de Sud Radio, être seulement à 5 minutes de Paris, c'est pas forcément une qualité ou un avantage, hein, vous le savez aussi. Non, mais enfin, vous avez toute la France qui vous écoute, on est d'accord. Non, mais 25 minutes en train, si vous voulez. C'est formidable. On a une gare, si vous voulez, il y a 15 000 usagers par jour. On peut aller sur Beauvais, sur Compiègne. C'est une ville stratégique, Creil. Et puis c'est un bel endroit. Enfin, c'est une belle région aussi, il faut le dire. Il y a plein de choses à faire. C'est loin de. Est-ce que Jean-Luc Benamias, qui est avec nous depuis sa Drôme, pour le coup, quand il entend ce que dit Fabrice, qui habite à Creil, vous êtes surpris, vous, Jean-Luc, ou pas? Parce que ce genre de problématiques, on les trouve dans un certain nombre de villes du pays. Je pense même qu'on les trouve partout. J'habite Marseille, en dehors d'être dans la Drôme en vacances. J'habite Marseille. Alors, on en parle souvent de Marseille. On peut en parler en mal, en très mal. Clairement, tout ce qui se passe dans les différentes villes, c'est difficile. C'est délicat. Le boulot de la police est très difficile. Le boulot des polices municipales est très difficile. Tout ce qu'on appelle le narcotrafic, vraiment quelque chose de très difficile à arrêter. Je ne crois pas, en tout cas me semble-t-il, que Creil soit très différent des autres villes de France. Oui, mais ce qui n'arrange pas les problèmes malgré tout de Fabrice, si je comprends bien. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais je comprends ce que vous dites d'ailleurs, parce que vous dites que vous êtes Marseillais. Pour le coup, on parle souvent de Marseille, souvent mal. Il s'y passe des choses dramatiques pour une bonne partie des habitants, et il y a d'autres choses qui sont formidables aussi, c'est vrai. Mais on y reviendra une prochaine fois. Chers amis, restez avec nous. Je vous rappelle nos autres débats. On va quitter l'insécurité de certaines villes pour parler de ce qui se passe entre la France et Israël. C'est dans un quart d'heure notre grand débat. Qui est responsable de la dégradation des relations entre la France et Israël? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Benyamin Netanyahou? Mais dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera notamment avec Magid Deimat. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 19h pour faire le tour de l'actualité avec nos 3 vraies voix du soir, Philippe Bouriaki, Rizlen Selika et Jean-Luc Benamias. Tout de suite, tiens, on traverse quasiment toute la planète. Les vraies voix Sud Radio. Et parce qu'on suit ce qu'a fait notamment Manuel Valls. Place aux 3 mots dans l'actu avec Magid Deimat. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu ce soir sont Bougival, coup de poing et millions. Et oui, Manuel Valls est en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer a enchaîné les rencontres pour tenter de sauver l'accord de Bougival sur l'avenir du territoire. Coup de poing car la FDSEA du Bas-Rhin mène une action rayon vide dans 5 hypermarchés avec des précisions signées Paul Vinel. Et enfin, millions, car 250 millions d'euros ont été remportés hier soir et le gagnant est français. Soyons fiers de le dire et un peu jaloux. Les vraies voix Sud Radio. Bon, a priori, le gagnant de l'euro million n'est pas autour de cette table. Je pense qu'à sa place, je serais déjà en train de festoyer. Moi aussi. Un jour, ça nous arrivera, mais pas de ce soir. On n'a pas le temps. Quoi qu'il en soit, vous revenez sur l'accord de Bougival. C'est un sujet très important. C'est une opportunité historique. Saisissez-la. Voilà ce qu'a lancé le ministre Manuel Valls. Et oui, pour rappel, le ministre des Outre-mer est en mission pour tenter de sauver l'accord de Bougival signé en juillet dernier. Il est contesté par le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Le mouvement indépendantiste refuse toujours de s'aligner sur cet accord. Le projet de Bougival est jugé déséquilibré et porteur d'instabilité. Ce qui pourrait inquiéter l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, comme le souligne Nicolas Metzdorf, député de l'archipel, au micro de Sud Radio ce matin. On essaye de réunir un maximum de forces de notre côté. Et je crois que c'est là aussi la volonté du ministre pour démontrer que sans cet accord, la Nouvelle-Calédonie, malheureusement, continuera de plonger économiquement et socialement. Et c'est un accord qui prévoirait de créer en Nouvelle-Calédonie un État fédéré au sein de la République française. On aurait une nationalité à la fois néo-calédonienne et en même temps française. C'est soutenu notamment par Nicolas Metzdorf que vous venez d'entendre, qui était l'invité ce matin de Jean-François Aquili. Et oui, après 2h30 de discussion, la réunion s'est terminée sans accord. Le mouvement réclame un nouvel accord politique avec une date claire vers la pleine souveraineté avant 2027. De son côté, Valls va poursuivre sa visite dans le Nord, frappé par une grave pénurie de soignants. Oui, entre autres problèmes économiques. Deuxième mot dans l'actualité, c'est le mot coup de poing pour cette opération coup de poing de la FDSEA, c'est la version du Bas-Rhin de la FNSEA, syndicat agricole. Il mène une action rayon vide dans 5 hypermarchés. Alors concrètement, ça se passe comment ? Elle a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux produits importés contenant de
l'acétamipride. De l'acétamipride, vous allez y arriver. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Magid, bonsoir à tous. Une réponse à la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Duplon. N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Voilà le slogan que les clients de l'hypermarché Carrefour de Mulhdosheim pouvaient lire devant l'entrée du magasin aujourd'hui. Une trentaine d'agriculteurs barinois s'y sont donné rendez-vous à 10h pour y vider les rayons. Objectif, enlever tous les produits contenant de l'acétamipride et parmi eux pâte à tartiner, biscuits, insecticides, mais aussi fruits et légumes. Alors une fois enlevés de ces rayons, les produits sont transportés au centre du magasin puis enrubannés. Dominique Doll, vice-président de la FDSE à Barin et agriculteur, au micro de l'AFP tout à l'heure. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a effectivement décidé de nous supprimer ou de ne pas réautoriser un certain nombre de produits pour protéger nos cultures. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement que 26 pays en Europe autorisent les produits pour protéger leurs plantes. Nous, on n'a pas le droit. Et bien évidemment, ces produits-là, on les retrouve dans nos supermarchés et c'est le consommateur français qui se régale avec. Et ça nous pose vraiment question aujourd'hui. Il n'y a pas de cohérence entre les décisions politiques et les actes de marché. À noter que 4 autres supermarchés sont visés par cette démarche et cette action coup de poing doit durer jusqu'à demain dans le Bas-Rhin. Il est frustrant, Paul Vinel, quand même, parce que acétamipride, il y arrive du premier coup, et il n'est même pas alsacien, et Mulhdosheim, il se plante même pas. Bravo, quand même. Mais on peut y revenir, tiens, parce qu'on a plusieurs écolos autour de la table. En tout cas, au micro et à l'antenne sur Sud Radio, les agriculteurs, qu'on soit d'accord avec eux, ils pointent un vrai paradoxe. C'est qu'en gros, on interdit à ces agriculteurs de travailler en utilisant ce type de produit pour leur betteraves ou leurs noisettes. En revanche, on laisse vous, moi, n'importe qui a un jardin, utiliser le même produit réputé dangereux pour aller jardiner. C'est paradoxal, non, Rislaine Selika ? Oui, c'est paradoxal, mais je veux dire, cette loi Duplon, elle est super problématique. Je veux dire, là, la question, c'est une question de santé publique. Il y a eu énormément de contestations. Il y a une personne aussi qui est atteinte d'un cancer qui a levé la voix par rapport à cette loi. Donc à un moment donné, je veux dire, c'est ou la santé publique ou en tout cas la production agricole. Ou la production agricole. Donc voilà, c'est un vrai débat. Mais moi, je pense qu'il faut penser santé publique. Bon, c'était un avis qui était partagé par beaucoup de signataires de la pétition. C'est vrai aussi qu'à ce stade, pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas démontré de lien entre, par exemple, l'utilisation de ces produits, notamment aux doses qui étaient proposées, et les problèmes de santé qu'on peut observer. On y reviendra, un de ces quatre. Jean-Luc Benamias est là, tiens. Non, je m'excuse de te contredire, mais... Mais d'abord, vous avez le droit de me contredire, vous avez le droit de me tutoyer, vous avez tous les droits, Jean-Luc. Vous êtes là pour ça. Je suis pas là pour te tutoyer, mais si. non, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu des études médicales, scientifiques, qui ne mettent pas en cause un ensemble de produits, notamment ceux dont on vient de parler. C'est pas possible. Ces produits ont été considérés comme relativement, soit terriblement dangereux. Après, qu'il reste encore dans les hypermarchés et les supermarchés des produits que nos agriculteurs ne peuvent pas utiliser ou qui sont dans les matières qui sont utilisées par rapport à des produits, c'est possible. Mais c'est pas, on n'est pas les seuls à avoir des protections de l'environnement au niveau de la France. Je rappellerai simplement que le droit de l'environnement par cette loi Duplon est remis en cause. Qui a fait cette loi de l'environnement ? Jacques Chirac. Ouais. C'est la charte, pas la loi, mais la charte de l'environnement qui a été annexée à la Constitution. On a le droit de tout se corriger un petit peu. Effectivement, c'était en 2005. D'ailleurs, ça avait voté par un certain, Laurent Wauquiez, ex-président des Républicains, qui pourtant a dénoncé la censure de cette loi. Allez, on continuera à en débattre, quoi qu'il en soit. Pourquoi pas d'ailleurs avec des agriculteurs, parce que le débat est passionnant. Mais allez, on va parler d'un heureux maintenant, parce que c'est le troisième mot dans l'actu avec vous, Magid Deimat. Le mot million. Avons-nous un gagnant ce soir qui remporte 250 millions d'euros ? La carte Euro-Million va nous le dire tout de suite. Eh bien oui, le jackpot est remporté en France. C'est frustrant. Ça fait rêver surtout. C'est frustrant parce que c'est pas nous qui avons gagné. C'est clair. Ah là là, ça fait rêver. 250 millions d'euros. Jean-Marie, je sais pas ce que vous feriez avec une telle somme, mais c'est bien la question que peut se poser l'heureux Français qui a remporté l'Euro-Million hier soir. De quoi couler des jours heureux. Pour rappel, c'est le plus gros gain jamais remporté en France depuis 2021 à Tahiti en Polynésie française. Un précédent record qui s'élevait à 220 millions d'euros. C'était déjà pas mal. C'est
clair. Et c'est la 3e fois dans l'histoire du jeu qu'un participant remporte une telle somme. La dernière fois, c'était en Autriche, en mars dernier. Je vous vois venir, non, les gains ne sont pas imposables. Tout ira dans la poche du gagnant. Donc il a gagné 250 millions cash qu'il va garder, qui sont sur son compte et qui ne ressortiront que parce qu'il aura décidé d'acheter, quoi. Voilà. Exactement. Sur son site, justement, en 2022, la Française des Jeux est claire. Vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu sur les gains à des jeux de hasard. Donc, message au gagnant ou à la gagnante, tu as 60 jours à compter de la date du tirage pour te faire connaître et éventuellement me faire un virement. Oui, exactement. Heureusement pour lui, d'ailleurs, le gagnant se retrouve avec un petit patrimoine. S'il a un gros patrimoine immobilier, je lui souhaite avec cette somme, mais il finira quand même par être imposable, au moins sur l'impôt sur la fortune immobilière. Mais ça paraît logique. Merci beaucoup. Mais tiens, vous feriez quoi, vous, Philippe Bouriaki, avec 250 millions? Je pense que je deviendrais fou. Ouais. Non, c'est trop. Non, mais vous l'êtes déjà. Ouais. Oui, mais là, je serais le chef des fous. Non, c'est trop. 250 millions, ça peut faire péter la cafetière. Mais c'est peut-être, je sais pas. Écoutez, en tout cas, tant mieux pour la personne qui l'a gagné. Allez, après ces choses ces choses très joyeuses, on va parler de ce qui l'est beaucoup moins. La crise entre la France et Israël. Qui est responsable de la dégradation des relations entre nos deux pays? Est-ce le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Est-ce le président de la République Emmanuel Macron? Vous donnez votre avis sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On va en débattre dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Jean-Marie Bordry. Avec la voix de celui que vous entendiez à l'instant, du coup, c'était tout simplement Philippe Bouriaki qui bâillait tranquillement pour se réveiller juste avant notre débat. Je vous le rappelle, vous êtes écologiste, porte-parole de l'écologie au centre et élu en Ile-de-France. Dites pas non, je vous ai vu et je vous ai entendu. C'est bon, l'arbitre vidéo est formel, c'est pas grave. Vous avez je vous promets que non. J'ai fait ça parce que j'ai failli envoyer un message à la mauvaise personne. C'est pas grave, vous l'avez pas envoyé, mais maintenant toute la France est au courant que vous avez failli le faire. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec Rizlen Selika aussi, qui est journaliste, par ailleurs réalisatrice, notamment pour M6 et pour la série Arnaque. Vous êtes par ailleurs podcasteuse. Et puis nous sommes avec Jean-Luc Benamias en duplex depuis sa belle Drôme, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme. Tout de suite, notre premier débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Rien ne va plus entre la France et Israël, en particulier entre le chef d'État français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans la nuit, il a rendu public une lettre, Benjamin Netanyahou, qui s'adressait à la France et en particulier à Emmanuel Macron. Je le cite: « Votre appel à un État palestinien alimente le feu antisémite », texte qui a été rendu public ce mardi. Une déclaration de Benjamin Netanyahou qui a été qualifiée aussitôt d'erronée mais d'abjecte par l'Élysée, qui ajoute: « La République protège et protégera toujours ses compatriotes de confession juive. La période exige gravité, responsabilité, pas d'amalgame ou de manipulation. » Bref, rien ne va plus entre Israël et entre la France. Et on va se demander qui est responsable de cette dégradation. On va parler aussi de la situation en Israël, avec notamment ces manifestations qui continuent, souvent pour l'arrêt de la guerre, pour la libération des otages. On va parler du sort de ces otages. Une quarantaine toujours retenus dans des tunnels sous la bande de Gaza. Une vingtaine encore présumés vivants, comme les images de ce malheureux qu'on a vu complètement décharné dans un tunnel en train de creuser sa propre tombe. C'est ce qu'il disait manifestement sous la contrainte dans une vidéo tournée par le Hamas. Il y a aussi l'autre situation, celle qui concerne le sort des civils à Gaza. Un sort désastreux, avec une famine, des accusations de famine qui ont commencé depuis bien longtemps, et en même temps des opérations militaires qui risquent de recommencer, puisqu'il y a quelques heures, le ministre de la Défense israélien a annoncé le rappel de 60 000 réservistes pour participer à cette opération qualifiée de finale qui consiste à occuper la bande de Gaza pour y éradiquer définitivement le Hamas. C'est un peu long ma présentation, mais il y a beaucoup de choses à dire et je préfère qu'on pose le plus de termes possible dans ce débat. On va faire entendre tous les points de vue ce soir, on va essayer d'en débattre le plus tranquillement possible, quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord. C'est pas grave, c'est ça une émission de débat. On en débattra aussi avec Fabrice, qui est toujours avec nous, à distance depuis Creil, au 0826 300 300. Jean-Luc Benamias, Philippe Bouriaki et Rizlen Selika. Première question pour Jean-Luc Benamias, parce que c'est à vous que j'ai envie de la poser. Qui, pour vous, est le premier responsable de la dégradation inédite des relations entre nos deux pays? Mais déjà, premier point, la dégradation, c'est pas entre nos deux pays. C'est entre Israël et un nombre incroyable de pays du monde. C'est comme du jamais vu. Alors que la France soit ciblée parce qu'il y a une relation, et
normale entre la France et Israël. Une relation extrêmement forte. Alors on peut en parler prioritairement, mais c'est partout. La responsabilité, je vais y aller tout de suite. Bien évidemment que M. Macron, je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Mais là, je suis d'accord avec lui, même si ses positions sont tardives. Je suis d'accord avec lui. Et donc, dans ce cadre-là, comment peut-on penser une seule seconde que les déclarations qui sont quand même pas très nouvelles au niveau mondial, de savoir est-ce que la Palestine a le droit d'avoir un État ? Pour moi, la réponse est oui depuis très longtemps. Il y a bien eu des accords de paix qui ont été faits, j'ai regardé tout à l'heure. Les premiers accords de paix, à peu près réels, datent de 1993. On en est toujours là. Ce que fait le gouvernement israélien, je dis bien le gouvernement israélien aujourd'hui, et notamment sur Gaza. Moi, je veux bien qu'on dise recréons un État palestinien, mais sur Gaza, on est en train d'éliminer complètement la population de Gaza. J'emploie le terme, j'ai mis du temps de génocide parce qu'il y a un génocide. Je n'ai même pas besoin de beaucoup insister pour savoir qu'il y a de la famine. Bon, j'ai déjà été trop long, mais à ce niveau-là, la responsabilité est entre les mains du gouvernement israélien. Bon, on va revenir sur l'ensemble des termes. C'est un terme qui est contesté, vous avez le droit de l'employer, on a le droit d'en débattre, on a le droit de pas être d'accord, c'est même mon cas, mais c'est pas grave, on en parle. Quoi qu'il en soit, Philippe Bouriaki. Je suis d'accord avec Jean-Luc. Premièrement, c'est pas une mauvaise entente entre la France et Israël ou l'Israël et la France. C'est le gouvernement israélien qui refuse d'entendre autre chose que ce que lui a annoncé, avec le soutien total et la bénédiction des États-Unis, donc il dit le reste du monde, j'en ai rien à faire. Et aujourd'hui, tu as quasiment 170 pays qui ont reconnu un État palestinien. La France, et je remercie le président de la République, s'apprête à faire cet acte qui n'est pas un acte courageux, c'est un acte qui a été défini par les Nations Unies. Donc par conséquent, on respecte les résolutions des Nations Unies, sinon on se barre des Nations Unies. Je le redis, et j'ai été frappé dans ma chair le 7 octobre. On a été pris en otage par les islamistes du Hamas et par l'extrême droite israélienne. Et donc, si tu choisis pas un camp ou un autre, t'es un traître à un camp ou à un autre. Non, nous, les démocrates, les républicains, les progressistes, nous n'avons pas envie de choisir entre les islamistes et les extrêmes droites. Nous voulons choisir la paix. Nous demandons la libération de tous les otages. Nous condamnons, comme le président de la République l'a fait, les crimes qui ont été commis, le pogrom qui a été commis par le Hamas, comme nous condamnons ce que le gouvernement d'extrême droite israélien est en train de faire à des pauvres civils qui ne peuvent aller nulle part, ils sont emprisonnés. On leur dit, allez au sud, ils vont au sud, on les bombarde au sud. Remontez au nord, ils remontent au nord, on les bombarde au nord. Alors, ils sont pris en otage, effectivement, aussi par le Hamas. Et les images dont tu as parlé, ce pauvre en train de creuser sa tombe, sont dévastatrices. Au moment où plusieurs États européens disent on va reconnaître la Palestine, t'as le Hamas qui diffuse ça. Enfin, on a l'impression que le Hamas alimente l'extrême droite israélienne et l'extrême droite israélienne alimente le Hamas. Et les décisions qui sont prises par le gouvernement israélien de construire des colonies supplémentaires pour diviser la Cisjordanie en deux, c'est quoi ? C'est vouloir la paix ? Non, c'est une occupation d'une terre qui a été défini dans des accords de l'ONU, qui est grignoté de jour après jour après jour après jour, jusqu'au moment où tu arrives à une situation où on nous oblige à choisir entre le mal et le mal. Je n'ai pas envie de choisir entre ces deux mal-là. Aujourd'hui, moi, je suis fier de voir tous ces Israéliens qui sont dehors, qui sont en train de manifester. Et je rappellerai que avant le 7 octobre, c'est ce qu'attendait Benyamin Netanyahou, c'était la prison, et il voulait réformer la justice pour ne pas aller en prison. Et les manifestations monstres qu'il y avait dans les rues d'Israël, c'était pour demander qu'on touche pas à cette démocratie et à la réforme de cette justice. Ça, c'était avant le 7 octobre, parce que le 7 octobre a tout changé. Rizlan Selika ? Oui, donc alors, moi, si on me pose la question, si Emmanuel Macron, est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron reconnaisse l'État de Palestine, ça conduit à l'antisémitisme ? Moi, clair et net, je dis non. Au contraire, moi, je trouve que ça apaise le monde entier, en tous les cas, les pays de l'Union européenne reconnaissent. Alors, pas tant que ça, d'ailleurs, c'est intéressant, mais on va y revenir. Il y a plus de 150 pays qui reconnaissent sur 193. Donc, je veux dire, on n'a pas entendu non plus Emmanuel Macron. Après, la France a un pouvoir, voilà, enfin, je veux dire, elle a quand même une reconnaissance internationale, surtout par rapport à la communauté européenne. Donc, c'est très bien qu'aujourd'hui, on prend nos responsabilités. Et par rapport à mes collègues, je suis absolument d'accord. Et Monsieur Benamias dit le terme génocide. Oui,
Moi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Il y a un génocide qui se passe à Gaza et il ne faut pas que ce mot soit un tabou. Et vous pensez que ça nous fait plaisir de dire qu'il y a un génocide qui se passe à Gaza ? Non, ça nous fait pas plaisir. Mais c'est Amnesty International, ce sont les ONG, Oxfam. Il y a des bombardements incessants, plus de 60 000 morts. Donc cette famine, des enfants déchiquetés, des hôpitaux rasés. Il y a des enfants qu'on opère sans anesthésie. Et ça, ce sont des humanitaires qui nous le disent. Et c'est notre responsabilité de journalistes, d'éditorialistes, de politiques, de retracer ces faits. Donc ces faits. Et oui, la France aujourd'hui, elle est fracturée. Ça, c'est une réalité. Mais cette reconnaissance, normalement, doit mettre main dans la main pour... En fait, c'est une volonté internationale. C'est un alignement sur une volonté internationale politique. Parce que, en fait, ok, l'humanitaire, mais aussi la dimension politique. Il faut arrêter d'être ce déni politique, en fait, par rapport à la Palestine. Et il faut enfin reconnaître ce pays. Et c'est vrai, se trouver à minima une solution politique à cette guerre. Ça, on va en parler justement. J'apporterai en plus un peu la contradiction, ne serait-ce que parce que vous l'avez remarqué, d'ailleurs, vous êtes tous les trois d'accord là-dessus, dans ce sens-là. Ça n'a pas toujours été le cas dans tous les studios et dans toutes les émissions. Donc on va faire en sorte de faire entendre toutes les opinions, y compris celle de Fabrice dans un instant. Mais avant ça, Fabrice, je voudrais qu'on fasse entendre l'invité de Jean-François Akili, qui était là ce matin, dans le Grand Matin Sud Radio. Il s'appelle Arié Bensemoun. Alors il a deux casquettes. D'une part, lui, c'est l'ancien président de la communauté juive de Toulouse pendant les attentats de Mohamed Merah. C'est d'ailleurs comme ça que Sud Radio l'a connu et qu'il avait connu Sud Radio. Aujourd'hui, il fait tout autre chose. Il est le directeur général d'Elnet, une organisation qui œuvre aux relations entre Israël et la France. Lui, il est scandalisé par ce qu'a fait Emmanuel Macron. On va écouter ce qu'il a dit ce matin. Écoutez, vous savez, la situation est extrêmement tendue. Le président de la République a pris une décision extrêmement grave qui consiste à reconnaître de manière unilatérale et sans aucune condition un État palestinien. C'est incontestablement une manière de récompenser le Hamas pour les crimes du 7 octobre. Alors, il n'est pas là pour répondre, donc c'est pour ça, mais c'est important qu'il puisse. Vous allez réagir les uns et les autres, tous. On donne la parole à Fabrice. 0826 300 300. Vous êtes là, Fabrice ? Tout à fait. Depuis Creil, on a entendu plein de choses, aussi bien ce soir d'ailleurs, et c'est intéressant d'en débattre, que ce matin. Comment vous vivez cette crise ? Comment vous vivez d'ailleurs, mais en gros, que devrait faire la France pour vous dans cette situation ? Tout simple. À mon point de vue, déjà, on a deux protagonistes. On a le président Macron, c'est le président de tout et son contraire, versus Netanyahou, qui a intérêt à mettre le feu partout, aussi bien diplomatiquement que sur le terrain, notamment en autorisant l'opération en chariot de Gédéon 2 pour annexer Gaza. Tout ça pour éviter le tribunal en septembre. Voilà. C'est comme ça que vous le voyez. Pour vous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Évidemment, ils ne font pas la même chose. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Tout à fait. Vous dites qu'il fait tout et tout son contraire, Emmanuel Macron. C'est pas complètement faux dans cette guerre, parce que la première décision d'Emmanuel Macron, c'était de proposer à Benyamin Netanyahou, si on se souvient bien, juste après le 7 octobre, d'envoyer l'armée française à Gaza avec d'autres armées, justement, pour éradiquer le Hamas. Il a changé de position sur le sujet. Oui, mais là, on a des... Excusez-moi, peut-être l'auditeur voulait répondre. Fabrice ? Oui, en fait, il y avait un préalable à la libération des otages, si je me rappelle bien, au niveau de Macron. Et là, il n'y a pas de préalable. Ça, c'est vrai. Voilà. La différence, c'est que le gouvernement français l'a dit, quand on reconnaît l'indépendance de la Palestine, ou du moins la Palestine comme État, on ne reconnaît pas du tout une structure dirigée par le Hamas. Au contraire, c'est non, mais de toute manière, le Hamas, je suis désolée, il est détruit. Il y a même des membres, en fait, de la sécurité, des anciens membres de la sécurité israélienne, qui dit bien qu'aujourd'hui, il faut arrêter cette guerre, et que oui, il doit y avoir des membres du Hamas qui existent encore. Mais la preuve, puisqu'il y a toujours les otages, d'ailleurs, donc ils sont bien retenus par quelqu'un. Oui, mais par exemple, on a fait aussi un amalgame entre les journalistes palestiniens et les membres du Hamas. Mais les journalistes, ils ont été ciblés dans leur tente humanitaire. Ils n'étaient pas dans les tunnels. Et puis, imaginons qu'il y aurait des soupçons. À ce moment-là, on fait des vraies enquêtes. On bombarde pas comme ça des gens, 5 personnes. Plus de 200 journalistes selon Reporters sans frontières. Donc moi, en fait, ce que je dis, c'est vraiment des sources des ONG. Donc nous, on n'est pas là à l'époque du 7 octobre, tout le monde a dit que c'était un pogrom, que c'était des crimes contre l'humanité. Amnesty International aussi, il a dit que c'était des crimes contre l'humanité. Et donc là, aujourd'hui, on doit appeler un chat un chat. C'est un génocide qui se passe à Gaza. Alors, quelle situation maintenant et que faire ? Parce qu'on dit effectivement le Hamas est détruit. Malgré tout, comme je le disais à l'instant, on voit toujours les images des otages. Ils sont toujours retenus. D'ailleurs, le Hamas communique toujours. Et il y a encore il y a encore, d'ailleurs, ça c'est vrai, il y a une proposition de cessez-le-feu qui est étudiée en ce moment, mais il y a encore des combats malgré tout. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive et quelle que soit la manière dont ça a été mené, on est face à un échec militaire. Et le Hamas, cette organisation terroriste, est toujours là, Philippe Bouriaquier.
en fait quoi ? Elle est sûrement beaucoup plus affaiblie qu'au début, mais c'est vrai qu'elle est là puisqu'elle contrôle encore, y compris l'aide humanitaire qui rentre. Rien ne rentre sans l'autorisation et l'aval du Hamas, et c'est elle qui fait les distributions. Donc elle alimente aussi certaines images qui permettent de voir et de mettre en exergue. Donc moi, je suis pas tendre avec eux. Ce qu'il faut, c'est clair, une force présente de l'ONU sur Gaza pour garantir la sécurité de tout le monde. Et Rizlan l'a très bien dit, il faut une enquête, débusquer, attraper, dénicher et traduire en justice toutes celles et tous ceux qui sont coupables des crimes qui ont été faits le 7 octobre et après. Pourquoi pas, mais on est d'accord que il y a un précédent pas très loin dans cette région, notamment envoyer l'ONU. Regardez la fille nulle au Liban. Elle a jamais pu empêcher ce qui s'est passé dans le sud Liban. Elle n'a pas pu empêcher la prise de pouvoir du Hezbollah dans cette zone. Et ça suffit pas, ça marche pas malheureusement. Mais là, je pense qu'il faut pas non plus se comparer à d'autres conflits. Je dirais là pour le moment, Gaza est fermé. Aucun journaliste ne peut entrer en Gaza sans l'aval en fait de Tsahal, de Israël. Vous voyez ce que du gouvernement. Et de toute façon, moi je fais même aussi la distinction du gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est comme quand il y a eu le 7 octobre, le monde entier était solidaire par rapport aux Israéliens de ce qu'ils avaient vécu parce que c'était affreux. Mais là aujourd'hui, on doit être aussi solidaire par rapport aux civils gazaouis. Et tout le monde, on aimerait vraiment voir ce qu'il y a sur le terrain, mais on peut pas y aller. Comment on fait ? Ça c'est vrai qu'il y a pour le coup une liberté d'informer qui n'est pas assurée du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. A fortiori, dernière réaction d'Emmanuel Macron qui réagit d'ailleurs à l'annonce de la mobilisation des 60 000 réservistes israéliens pour cette offensive. Je cite, cette offensive ne peut mener qu'à un désastre. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Jean-Luc Benamias, qu'est-ce que les différents pays peuvent faire ? Ce serait, si j'avais une réponse simple, ça se saurait, hein. Et on le saurait mondialement. Personne n'a de réponse simple. Le gouvernement israélien n'écoute personne. Même pas ce que disent les Américains. Même pas ce que dit M. Trump. Ils écoutent personne. Ils avancent sur un fil qui, pour moi d'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout. J'ai quand même quelques origines juives. J'ai quand même un sentiment, quelque part, sur la création d'Israël, même si ça a été compliqué, un sentiment positif. Mais là, à terme, c'est la destruction d'Israël vers laquelle on va. Pourquoi ? Parce que c'est tellement inacceptable. Je vais en rajouter une couche encore. Mais non, mais... Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie ? On est en train d'accumuler les occupations interdites sur la Cisjordanie. On est en train de faire que la Cisjordanie peut devenir le nouveau Gaza. Tout ça si on veut faire des projections positives, je n'en vois pas. Si on n'est pas capable, la communauté internationale, mais je vois bien que c'est difficile, M. Netanyahou n'écoute rien. Voilà. Mais je vais répondre et vous apporter aussi la contradiction là-dessus, parce que vous dites on est en train, en colonisant, ce qui se passe d'ailleurs de manière illégale, c'est un fait, la Cisjordanie, de faire de la Cisjordanie un nouveau Gaza. Mais il y a une grosse différence entre les deux. C'est que le 7 octobre qui est parti de la bande de Gaza, dans la bande de Gaza, vous n'aviez pas une seule colonie israélienne. Elles avaient au contraire été évacuées par Ariel Sharon. D'accord. Et c'est un des arguments des Israéliens. Sous blocus aussi. Certes, mais c'est un des arguments quand même, et c'est important de le rappeler, des Israéliens. Et il faut l'entendre. Quand on en est parti en donnant ce gage, en laissant la bande de Gaza, de quoi on a hérité ? D'un État qui était contrôlé par une organisation terroriste qui a fait ce que tout le monde a dénoncé ici, il n'y a pas de souci. Mais donc, comment on fait ? Non, mais après, il faut se référer au droit international. D'avoir laissé éliminer l'OLP. La direction de l'OLP. Quand je dis d'avoir laissé, c'est pas les Israéliens tout seuls. On va rappeler ce que c'est. Parce que ça date un petit peu, l'Organisation de libération de la Palestine, qui a donné naissance au Fatah, le parti notamment qui est au pouvoir dans l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas. Il y avait des accords de paix. Il y avait des accords de paix, effectivement. Il y a eu des accords de paix et ça n'a pas donné de solution. Rizlan Selika. Oui, et puis il faut pas oublier aussi les colons qui sont aux portes de Gaza. En fait, il y a des, ils sont là. C'est pas à vous que je faisais le mot. Tout va bien. Mais après, c'est vraiment pas un sujet. Il y a effectivement, alors il y a quelques centaines de colons qui sont aux portes de Gaza qui veulent revenir. Il faut pas oublier que dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, il y a aussi cet extrémisme religieux. Il y a des ministres qui poussent à cette colonisation. Et Netanyahou, bien évidemment, est poussé par ce grand Israël. Il faut pas se voiler la face. Et ils veulent aller, c'est aussi de la Judée enfin, ils ont vraiment ces fantasmes messianiques qui sont insupportables. Moi, je dis, il faut se référer au droit international. Et donc, dire quoi à Israël? Au-delà de l'arrêt de la guerre, c'est quoi la solution à terme? Mais Israël, aujourd'hui, le gouvernement est un État criminel. Aujourd'hui, la CPI... C'était pas ma question.
Non mais pardon, mais quelle solution à terme? Parce que ce que je veux dire par là, Rizlan Selika, et je la pose à tout le monde d'ailleurs. C'est feu déjà un cessez-le-feu. Alors ça, on a compris, ça c'était l'urgence, pour vous l'urgence humanitaire notamment. Mais au-delà de ça, on ne voit pas le début du commencement de la moindre solution politique. D'ailleurs, il n'y en a pas dans ce que dit le gouvernement israélien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution qui ferait qu'un jour, comme ce qu'on a pu voir après plusieurs siècles de haine en Irlande du Nord, on trouverait une solution acceptable par les uns et par les autres? Comment vous la verriez? À vous d'abord Rizlan, ensuite Philippe Bouriaki, ensuite Jean-Luc Benamias. Déjà, je trouve, comme je vous ai dit, il y a cette volonté, donc cet alignement politique international il faut reconnaître les frontières de la Palestine, les frontières des accords d'Oslo, il faut revenir là-dessus et même aussi aborder les questions de la mémoire, la Nakba qui est la catastrophe pour les Palestiniens. Donc moi je pense qu'il faut vraiment, il y a ce devoir de mémoire par Israël et reconnaître les frontières palestiniennes. Philippe Bouriaki. Je n'ai rien à ajouter, Rizlan a tout dit. C'est clair. S'il n'y a pas un État palestinien, vous aurez des gens qui seront toujours opprimés et qui n'auront qu'une envie, c'est se venger contre les gens qui les oppriment. Ce qui ne sera jamais une excuse quand on voit les crimes qui ont pu être commis par ailleurs. Il n'y a aucune excuse à ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, bien évidemment. Mais en même temps, il faut qu'on soit capable de condamner celles et ceux qui ne respectent pas les lois internationales et celles et ceux qui oppriment un autre peuple. Donc là, il y a des gouvernements d'extrême droite qui ne veulent rien entendre. Il y a des messianiques, qui tu l'as très bien dit, Rizlan, qui n'arrivent même pas à prononcer le mot de Cisjordanie. Pour eux, c'est la Judée Sainte-Marie. Donc il n'y a rien à faire. Dans une déshumanisation aussi des Palestiniens. On a un vrai problème avec ça. Il n'y a jamais d'excuse au terrorisme. C'est ça le problème. Donc dans ce cas-là, c'est un des problèmes. Mais d'un autre côté, quand on pousse des gens dans des situations intolérables pour eux-mêmes, je ne dis pas que le terrorisme est un acte évidemment obligatoire dans ces cas-là, mais ça heureusement, oui. Et je comprends, mais je sais bien, ça peut pousser les gens là-dedans. Non, mais je sais, mais donc, quand vous le dites, c'est pour ça je prends le temps d'en parler. Vous allez me répondre, Jean-Luc. Mais quand vous dites qu'il n'y a jamais d'excuse au terrorisme, en général, dans ce genre de phrase, on entend toujours, on ne retient que le mais qui suit. C'est pour ça que je vous laisse le temps de le préciser, ce propos. Parce que s'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse, quel que soit le score, le sort inacceptable. Si, je me le dis. Mais ça fait des Alors Jean-Luc d'abord, pardon, qui précise son propos. J'ai pas dit mais, je n'exprime aucune compassion par rapport à tout acte terroriste. Je n'exprime évidemment aucune compassion par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, quand j'ai vu le 7 octobre, je me suis dit, le Hamas est en train de se suicider. Voilà, c'est c'est peut-être la seule chose qu'ils auront réussi à faire d'ailleurs au terme de cette journée maudite. On y reviendra quoi qu'il en soit. Je suis désolé, on arrive au terme de ce débat. Mais je voulais dire que Benjamin Netanyahou a renforcé aussi le Hamas quelque part. Je veux dire, c'est lui aussi qui a fait que le Hamas est devenu une force et une sorte de de seule alternative pour les Palestiniens, parce que Gaza en tout cas, pas les autres. Oui. Voilà, mais parce que il y avait ce désespoir de ne pas voir le bout de. Faut pas oublier que on appelle des fois la Palestine les territoires occupés. Ça veut Alors, tout on y dire. reviendra aussi. Il faut aussi rappeler, il y a une autre chose dont on parle très peu d'ailleurs, parce qu'on peut pas notamment envoyer des journalistes. Vous avez eu des manifestations, notamment de Gazaouis, contre le Hamas, et un certain nombre de fois, il faut le rappeler aussi. On reviendra sur ce drame, parce que de toute façon, malheureusement, il n'est pas terminé. Et avant ça, on va essayer de se détendre un petit peu. Avec vous trois, et vous quatre même, Fabrice, dans un instant, on va tester votre connaissance de l'actualité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec la vraie voix du soir, Fabrice depuis Creil au 0826 300 300. Ça va bien, Fabrice ? Ça va. Jusqu'ici, tout va bien, si j'entends bien. Ça me rappelle le début et la fin d'un célèbre film. Mais on est aussi avec, mais bien sûr, on est aussi avec Philippe Bouriaki qui a ses références là-dessus, avec Rizlan Selika et Jean-Luc Benamias. Tout de suite, on va essayer de se détendre un petit peu. Alors, c'est une interro surprise, ça se passe comme ça. Oui, mais ça va. Vous allez voir. Je vais tester à tous votre connaissance de l'actualité. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On va aller assez vite, mais je le rappelle, Fabrice, les règles. Je vais vous lire. À vous d'abord, c'est vous qui répondez tout seul en premier, Fabrice. Plusieurs citations de personnages publics de l'actualité très récente. Et il faut que vous essayiez de deviner qui a pu le dire. Si jamais vous n'avez pas la réponse, vous passez, ou si vous vous trompez, c'est aux vraies voix de répondre et on verra qui a le mieux suivi. D'accord ? Je suis pas très bon. C'est pas grave, hein, j'en connais plein qui sont pas bons. Moi-même, si j'avais pas les notes sous les yeux, j'aurais du mal. Je commence par la première citation. Elle concerne cette personne qui a dit, je cite, « Nous participons à l'ensemble des mouvements qui permettront de faire tomber le gouvernement Bayrou et d'arrêter la politique de Macron ». Quelle personnalité ?
Alors pas loin, mais c'est pas lui. Tout le monde peut répondre, devinez. Premier arrivé, premier servi. Panot. Oui, Mathilde Panot. Wow. Pour être exact. Bravo, Mathilde Panot. On voit le politique. Exactement, le vrai politique. Non, je suis spécialiste en poisson et donc là, du coup, Mathilde Panot, c'est cadeau. Non, c'est pas gentil. Non, c'est vrai, c'est pas gentil. Ça vous le retirez. Non, je le retire. Je demande pardon à Mathilde. Voilà, pardon. exactement. Quoi qu'il en soit, c'était bien la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. On continue. Qui a pu dire, je cite, Emmanuel Macron ne doit pas rentrer en guerre diplomatique avec Israël. C'est important qu'il joue la carte de l'apaisement. Alors, je vais vous aider un petit peu. C'est un député. C'est un député. Qui a pu dire ça d'après vous, Fabrice? Je donne ma langue au chat, là. Ok. Je vais vous aider tous. Un ancien policier, député assez médiatique. Ah, ouais, c'est un commissaire. Ouais. Ouais, j'ai pas le nom. Ah, vous avez pas le nom? Non. C'est un député RN, Mathieu Vallée, qui l'a dit. Je termine parce que ce sera bientôt notre invité. Je vous ai pas encore dit qui l'a dit. Ce sera notre invité dans une bonne demi-heure. C'est un eurodéputé, Mathieu Vallée. Oui, exactement, c'est un eurodéputé, vous avez raison. Ce sera notre invité dans une demi-heure, celui qui a dit ceci concernant la mort du streamer Jean Permaneuve. Plus les contenus sont choquants, plus les gens regardent, plus les gens partagent et plus potentiellement, c'est ça peut-être le pied, ils donnent de l'argent. Quel est le député qui s'est penché sur les dérives des influenceurs, mon cher Fabrice? Suivant. Arthur Delaporte. Exactement. Député socialiste qui sera en plus, vous voyez la transition toute trouvée, l'invité des Vraies Voix Sud Radio à 18h40. Malheureusement, on va revenir sur cet autre sujet scandaleux. Comment on a pu laisser des scènes aussi choquantes se dérouler pendant des heures, le calvaire d'un homme, son humiliation permanente sur une plateforme sans qu'elle ne soit régulée? Ça nous amènera à notre autre question. Est-ce que les plateformes sur Internet doivent être régulées et contrôlées de la même manière que les radios ou les bonnes vieilles télés? Eh ben, vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve juste après le journal de 18h. Bonne soirée Fabrice et puis à bientôt en tout cas. Merci de nous avoir répondu ce soir. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. C'est la deuxième mi-temps les amis, on descend sur le terrain et on recommence avec les mêmes. Toujours, Rizlen Selika est avec nous, c'est une de nos trois vraies voix. Je le rappelle, journaliste, réalisatrice, notamment pour M6 dans la série Arnaque, et vous êtes par ailleurs podcasteuse. Nous sommes également en duplex depuis sa Drôme avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et écologiste historique. Je peux le dire comme ça d'ailleurs, écologiste historique, parce que vous l'avez toujours été. Il n'y a pas de mal. Ça me rajeunit pas, c'est tout. Voilà. Ah, c'est votre combat que ça ne rajeunit pas, Jean-Luc. Pas vous, vous serez toujours jeune dans votre esprit. Et puis Philippe Bourriaquier, qui lui est de moins en moins jeune, hein, quand même. Désolé, ça tombe toujours sur vous. Je marche sur les pas de Jean-Luc d'ailleurs. Si je suis arrivé à l'écologie, c'est à cause de Jean-Luc. Enfin, grâce à Jean-Luc d'ailleurs, je devrais dire. C'est sa faute? C'est grâce à lui. Non, c'est pas une faute. Il a une vision pragmatique de l'écologie et je regrette que mes copains à l'époque n'aient pas voulu lui donner plus de place qu'il ne méritait parce que excuse-moi. Moi, je le crache pas dans la soupe parce que j'ai quand même été secrétaire national pendant près de 10 ans, si tu veux. Après, gérer les Verts pour un secrétaire national ou une secrétaire nationale, c'est un des trucs les plus difficiles à faire. C'est clair. Donc je salue à chaque fois tous les secrétaires nationaux qui ont existé, notamment Marine Tondelier. Hein. Certes, ça c'est vrai, c'est pas une sinécure. Vous savez quoi? Mais si vous avez du mal à gérer les Verts, essayez de gérer les vraies voix. Vous verrez ce que c'est à l'antenne. Quoi qu'il en soit, je le rappelle. Bien sûr, Philippe Bourriaquier est par ailleurs élu Écologie au Centre, dont il est le porte-parole, et il est en Île-de-France, dans la majorité de Valérie Pécresse. On a un autre appel au 0826 300 300 depuis un endroit où j'aimerais bien être. Je crois que je suis pas le seul. Jean-Pierre, vous avez de la chance, sachez-le. Comment ça va, Jean-Pierre? Ça va bien. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes à La Ciotat, je crois. Oui, face à la mer. Vous êtes presque un voisin en temps normal de Jean-Luc Benamias. Vous êtes vraiment presque à la mer en ce moment? Jean-Luc Benamias, je le croisais quand j'habitais auparavant à La Treille. Ah bah oui. Exactement. Et voilà, mais écoutez, vous nous donnerez toutes ces habitudes. Pendant 14 ans. La Treille, charmant, hameau totalement marseillais. Ouais. Mais alors vraiment, quand on est à La Treille, on n'est pas vraiment à Marseille, même si on y est quand même. Mais écoutez, c'est formidable. Ben voilà. Et vous y êtes bien, mon cher Jean-Pierre. Alors, on est ravis de vous retrouver. Vous avez un coup de gueule à faire passer parce que tous les soirs aussi, on vous propose, à vous qui nous écoutez, qui nous laissez vos messages, eh bien, de faire un coup de cœur ou un coup de gueule, nous dire ce qui vous parle. Vous êtes en colère contre tous ceux qui voulaient que l'Ukraine et l'Occident rejettent les négociations avec Vladimir Poutine. Pourquoi ?
Pourquoi ? Tout simplement parce que on nous a fait croire pendant un certain temps, notamment sur les ondes de télé, à la radio et un peu partout, avec des experts de plateau, que cette guerre était gagnable. Alors que par l'Ukraine, vous entendez ? Oui, par l'Ukraine. Et puis on nous a fait croire ça, alors que lorsque l'on regarde les forces en présence depuis le départ, on sait que c'est pas gagnable. Donc il fallait rapidement arriver à des négociations mesurées, équilibrées, et arriver à faire entendre un point de vue ukrainien. J'ai entendu dans votre journal une représentante ukrainienne qui disait que M. Poutine ne respectait aucun traité, aucun accord. M. Poutine respecte la force, mais néanmoins, les Ukrainiens ont violé les accords de Minsk, et François Hollande à la télé avait déclaré: nous avons signé des accords en sachant pertinemment que nous ne les respecterions pas. Donc pas que nous, mais que les Ukrainiens, c'est ce qu'il disait. Oui, j'ai bien compris. Que les Ukrainiens et que les Européens ne les respecteraient pas. Donc du moment où on cesse d'alimenter l'Ukraine en armes, ils peuvent pas gagner. Et de toute façon, avec de simples soldats ukrainiens face à l'armée russe, ils ne peuvent pas gagner. Donc il faut arriver. Et ces déclarations d'un ministre de l'économie qui disait on va mettre l'économie russe à genoux, et des déclarations de matamor de studio ne servent à rien. Ce qui compte, c'est le réel. Et le réel n'a pas été respecté. En tout cas, pour vous, on arrive à un dénouement qui était... Alors, il y a plusieurs choses à dire. On peut en débattre d'ailleurs, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, Jean-Pierre. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Et c'est intéressant de confronter aussi vos arguments à ceux des autres. Mais avant ça, quand vous dites c'est arrivé ce qui aurait dû arriver... Si on regarde la ligne de front aujourd'hui, par exemple, à peu près, et ça va mal pour l'Ukraine sur le front, sur le terrain, c'est clairement le cas. Personne ne le remet en cause, plus personne ne peut le remettre en cause. Si je regarde la ligne de front, par exemple, quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Russes étaient à 3-4 kilomètres de Kiev. Ils se battaient même dans l'aéroport d'Ostomel. Et finalement, ils ont reculé, y compris grâce à l'aide qui a été apportée à l'Ukraine, qui était victime de cette invasion, Jean-Pierre. Mais je ne conteste pas. On peut continuer à alimenter l'Ukraine en armes pendant 40 ans et le conflit durera 40 ans. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Je le vois comme ça. Oui, les Ukrainiens se sont battus de manière remarquable pour se sauver et pour sauver ce qu'ils pouvaient. Je pense qu'ils ont sauvé ce qu'ils pouvaient. Je pense que depuis le début, même si personne ne pourra dire qu'il sait exactement ce que pense Vladimir Poutine et ce qui est dans sa tête, depuis le début, il veut récupérer des territoires qu'ils pensent, ou qui sont, selon les cas, être russophones. Russophones, ça c'est un fait, pour le coup. Donc, s'ils sont russophones et qu'ils veulent les récupérer, ce sont ces objectifs de guerre. Donc, si on regarde les choses aujourd'hui, il me semble qu'il a atteint son objectif, et que si on continue comme ça, il va aller au-delà de son objectif initial. C'est ce qu'il me semble. Mais je suis pas expert militaire, mais je suis un simple observateur. Mais vous êtes un observateur, et de toute façon, vous avez le droit de prendre la parole, quoi qu'il en soit. On a le droit d'être d'accord avec vous, de ne pas l'être. C'est pour ça aussi qu'on est là pour en discuter. Moi, je sais pas, ça me rappelle quelques souvenirs de cours d'histoire, si vous voulez, où vous voyez l'Ukraine. Quoi qu'on pense du déclenchement de la guerre, où à un moment, la France a été presque dans la même situation en 1871. Après avoir continué une guerre qu'elle perdait contre les Prussiens, quand Paris était assiégé, que les contre-offensives sur la Loire avaient continué, à la fin, la France, et ça lui a arraché le cœur, a été obligée d'abandonner l'Alsace-Lorraine. C'est un peu ça la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Mais quand on se rappelle ce précédent, on se dit aussi qu'il y en a eu un ensuite. C'est qu'on a quand même tout fait pendant 50 ans pour le récupérer, parce qu'on considérait que cette invasion était absolument injustifiée. Est-ce qu'il y a des personnes... Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien, et aujourd'hui, quand on regarde la ligne de séparation entre les deux Corées, c'est un accord qui n'est pas un accord de paix, mais qui est respecté depuis que les Américains sont partis. Donc il y a des pseudo-accords de paix avec des concessions qui tiennent plus longtemps que des accords de paix réels, lorsque la paix qui a été signée est par trop déséquilibrée. Techniquement, ils sont toujours en guerre d'ailleurs, je le rappelle. Les deux Corées sont toujours en guerre officiellement. Officiellement, ils sont toujours en guerre, mais il n'y a pas de combat. C'est vrai, parce qu'il y a une arme nucléaire d'un côté, et puis voilà, on est d'accord. Et lorsqu'on va dans d'autres contrées où, entre guillemets, les négociations, en tout cas des cessez-le-feu, ont été suffisamment équilibrées sur les positions, avec le temps, ce sont quasiment devenues les frontières des pays. Il va falloir en arriver là. Sinon quoi ? Sinon, on continue la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ça le truc. C'est comme ça que vous le voyez en tout cas. Je peux le comprendre. Je le vois comme ça. Écoutez, merci d'avoir donné votre avis sur Sud Radio, mon cher Jean-Pierre, depuis La Ciotat. Il fait quel temps d'abord, vous m'avez pas dit ? On est là pour ça aussi. Il fait quel temps à La Ciotat ?
Il y a un peu de vent aujourd'hui, il y a 20 nœuds, donc il y a à peu près 40 km/h, mais il fait très beau, ça a dégagé le ciel, c'est du Mistral, et il y a une petite accalmie demain matin, et j'irai essayer de prendre quelques dorades. De prendre quelques dorades. On arrive, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On y va? Ça donne envie, oui, tous bien. Dans un endroit paradisiaque comme ça. Bah, je crois que Jean-Luc Benamias va revenir de Sadrome si vous continuez comme ça, mon cher Jean-Pierre. Belle soirée à vous du côté de la Ciotat. On vous embrasse tous, vous qui nous écoutez depuis les Bouches-du-Rhône notamment. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Je vous rappelle notre deuxième débat sur un sujet grave. Est-ce qu'il faut tout simplement contrôler, sanctionner si nécessaire les plateformes sur Internet comme on contrôle et qu'on sanctionne les radios ou les télés? Donnez-vous votre avis. On reviendra malheureusement sur la disparition de cet influenceur et de ce streamer plutôt. C'est son nom, Jean-Pierre Manoff, c'était son pseudo. On va aussi dans un instant se détendre, on va parler gourmandise. Qui aime le cassoulet autour de la table? Bon, c'est dommage, mais je vais vous en trouver parce qu'on part à Castelnaudary dans un instant. À tout de suite. Oh bon. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. 18h18 sur Sud Radio. On vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes sur la route, soyez prudents, mais continuez à écouter les vraies voix. On continue de débattre de l'actualité avec Jean-Luc Benamias, avec Philippe Bouriaki et Rizlen Sileka. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et tout de suite, direction une ville très gourmande. Les vraies voix Sud Radio. Une ville très gourmande parce que c'est la capitale. La capitale de quel plat? Un plat extrêmement célèbre. Tiens, on écoute d'abord le chef célèbre, Philippe Etchebest, qui nous rappelle les différentes recettes qui existent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un plat sacrément célèbre. C'est le cassoulet. Eh oui, le cassoulet. Alors lequel cassoulet? Celui de Castelnaudary, celui de Carcassonne ou celui de Toulouse? Oui, ou celui de Toulouse. On va faire celui de Philippe Etchebest à Bordeaux. Voilà, comme quoi il y en a 4 manifestement du côté de Bordeaux. Si j'écoute les Montalbanais, ils nous diront qu'il y a le leur aussi. Mais ce soir, on parle du plus célèbre, c'est le cassoulet de Castelnaudary. On en parlait un petit peu hier, mais ce soir, on a l'honneur d'être en compagnie du grand maître de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary, Michel Coll. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Écoutez, un peu nerveux parce que dans quelques heures, les choses sérieuses vont commencer. Ouais. Mais on est en pleine forme. On est d'attaque. On est d'attaque. Pourquoi? Parce que c'est la fête du cassoulet de Castelnaudary pendant plusieurs jours. C'est en ce moment. Dans quelques heures, les choses sérieuses vont commencer. Je suppose que c'est la dégustation. Alors, il va y avoir, en ce qui concerne la confrérie, il va y avoir plusieurs choses. La confrérie va participer, bien sûr, à l'inauguration qui aura lieu demain soir. Mais le 22, c'est la grande journée de la confrérie, puisque nous tiendrons notre 286e chapitre, qui sera couronné ce soir par un dîner de gala, où nous allons essayer, cette année, de marier deux choses qui ne se rapprochaient pas facilement, forcément. C'est un monument donc de la gastronomie française, le cassoulet, le Castelnaudary, bien sûr, et la grande musique avec la participation d'une virtuose, Marie Cantagril, qui viendra faire sa proposition musicale. Oh, c'est formidable tout ça. Mais si j'avais su chanter, je serais venu aussi, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, Michel Coll, je sais qu'on vous pose à chaque fois la question, mais c'est important aussi de faire un petit peu de pédagogie. Tiens, j'ai plein de gourmands d'habitude, ils sont pas dans le studio de Sud Radio, là ils arrivent tous bizarrement pour vous écouter. On a parlé de plusieurs cassoulets, vous avez tenu à préciser que c'était le vôtre, et il est célèbre à Castelnaudary. C'est quoi la différence entre celui de Castelnaudary, de Carcassonne et de Toulouse? Je prends les 3 les plus célèbres. Alors, quand je suis de mauvaise humeur, je dis que la grande différence qu'il y a, c'est que le nôtre, il est bon. Mais bon, là, je suis de bonne humeur, ça va être la fête, on va se fâcher avec personne. Non, chacun a ses qualités, mais je pense que maintenant, quand même, celui de Castelnaudary est prépondérant dans la mesure où, à Carcassonne, l'histoire du cassoulet a fait qu'ils avaient un cassoulet particulier parce qu'ils y mettaient dedans des produits de la chasse, de la perdrix. Or, maintenant, de la perdrix, ils n'en ont plus, donc il faut un cassoulet qui ressemble un peu au nôtre. D'accord. Et Toulouse, Toulouse est toujours, depuis tout le temps, a vécu dans le péché, et il faut un cassoulet avec des ingrédients plus ou moins bizarres, mais bon, il faut un cassoulet. Ce qui est important, vous savez, dans le cassoulet, et qui va rassembler tout le monde, c'est on peut pas faire de cassoulet sans passion, sans amour. Voilà. Donc, et puis après, il y a ce fameux moment où le cassoulet est amené sur la table, et là, on a une image très républicaine de partage dans l'égalité et la fraternité. Donc, d'où
que le cassoulet soit de Castelnaudary, de préférence, il faut qu'il soit de Castelnaudary, mais qu'il soit de Toulouse ou de Carcassonne. Ce qui est important, ce sont les images qui sont J'ai bien compris. En un mot, je voudrais vous demander d'abord de le rappeler. Alors, les listes est longue, mais la liste des ingrédients d'un cassoulet de Castelnaudary, c'est quoi en tout? D'abord du haricot sec, et puis en ce qui concerne le Castelnaudary, on met dedans du lingot, lingot du lauragais. Je vous rappelle que le lingot du lauragais bénéficie d'une IGP. Tout à fait. Ensuite, bien sûr, la cuisse de canard confite, ça c'est pas. Alors on met pas du manchon, on met la cuisse de canard parce qu'on a de l'appétit ici. Il faut bien sûr de la saucisse, bien sûr, ça c'est le petit clin d'œil à Toulouse. La saucisse de Toulouse. Un peu de viande de porc, bien sûr, du jarret, de l'épaule, de la poitrine, de la couenne. Alors là, si vous dites, la couenne, c'est pas grave, c'est quand c'est cuit. S'il y a quelqu'un qui vous dit le contraire, vous me l'envoyez. Et bien sûr, une carcasse de volaille, parce que ça va être important pour donner du goût au bouillon. Parce que tout commence par un bouillon qui va être fait avec tous ces ingrédients et dans lequel après vont cuire les haricots. Et puis après aussi, il y a une chose qu'il faut pour faire un bon cassoulet. Il faut du temps, parce que le cassoulet, on le commence la veille. On met les haricots à tremper. Oui, ça fait du temps, ça fait du travail. J'ai que des gourmands autour de la table. Rizlan Selika. Ah oui, ça donne envie. Et puis, c'est vrai que les haricots, c'est très bon pour la santé. Je tiens à dire que mon compagnon est cuisinier, c'est un ducassien. Et donc, voilà. Il aime la naturalité, voilà, tout simplement. Formidable, on lui fait un petit coucou, il est dans le studio. Jean-Luc Benamias, amateur ? Oui, évidemment. Alors, je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre, indifféremment. C'est bien, vous redonnez centriste, ça peut pas vous faire de mal de temps en temps. Mais Philippe Bouriaki ? Comme Jean-Luc, je les aime tous. Allez. Invitez-moi tous et je promets de venir. Michel Keul, on vous souhaite une très belle fête du cassoulet de Castelnaudary. Les choses sérieuses, commencent à quelle heure pour vous ? Alors, ça commence bien sûr par l'inauguration qui est menée par le comité d'organisation de la fête du cassoulet avec la jetée de la clé demain soir à 19h. Ouais. Et puis pour nous, donc, le rendez-vous, il est à 17h, puisque c'est là qu'on commencera notre déambulation il y aura des confréries présentes, tout le monde dans des habits de lumière magnifiques, et nous irons tenir notre chapitre au Théâtre des Trois Ponts. Et ensuite, on suivra le fameux dîner dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera accompagné, bien sûr, d'un magnifique cassoulet que nous propose la Maison Escudier. Merveilleux, on vous souhaite une très belle soirée. Belle fête du cassoulet à tous les habitants de Castelnaudary. Il est 8h25 sur Sud Radio, on reste ensemble jusqu'à 19h, toujours les vraies voix. Jean-Luc Benamias, Philippe Bouriaki, Rizlan Selika, les trois actualités que chacun vous avez sélectionnées pour le tour de table. En un mot, Jean-Luc Benamias, on va parler d'eux ? De l'Ukraine, on y revient. Ça m'énerve. Eh ben c'est pas grave, on en débat et on y revient. Philippe Bouriaki. C'est incroyable, tu sais que Facebook m'a rappelé qu'il y a un an on était là au même endroit et c'est le même sujet. Et ben voilà, c'est quoi ? C'est merci à nos anges gardiens. Merci à nos anges gardiens, vous nous direz lesquels, Rizlan Selika, en un mot ? Oui, donc en fait sur l'exploitation des enfants, donc des photographies de mineurs sur les réseaux sociaux. Un sujet très grave sur lequel on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec une journaliste, avec un écologiste, avec un autre écologiste, tout simplement, ce sont vos trois vraies voix du soir. Philippe Bouriaki, Rizlan Selika et Jean-Luc Benamias. J'ai dit dans le désordre, vous vous rappellerez qui fait quoi à un moment ou un autre. Mais tout de suite, on parle des actualités qui ont retenu leur attention. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis Darmanin. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et c'est fatigant, pas vrai, Philippe Bouriaki ? Vous aviez un coup de cœur à faire passer dans votre tour de table à vos anges gardiens, ou plutôt à nos anges gardiens. C'est qui ? C'est tous nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, la protection civile, les pompiers, c'est tout le corps médical, tous ces femmes et ces hommes qui partent pas en vacances, qui sont dans l'ombre, qu'on voit pas beaucoup en vérité, qu'on n'entend jamais d'ailleurs, ou rarement, et en plus quand on les entend, on les soutient pas énormément, c'est un peu bizarre, c'est paradoxal, et pourtant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour férié ou pas. Il n'y a pas de vacances. Ils sont là pour s'occuper de nous, mais pas tout le temps, quoi. Pour nous sécuriser, pour nous protéger, pour nous guérir, pour nous soigner, pour nous accompagner, pour nous aiguiller. Et on voit cette solidarité nationale qu'il y a eu chez les SDIS, c'est les services interdépartementaux de secours. Sur ces grands incendies, voilà, ces hommes au péril de leur vie ont été protégés la nature, nos forêts, notre patrimoine et les vies derrière qui en découlent. Donc encore une fois,
mesdames et messieurs, où que vous soyez, on vous aime et merci pour tout ce que vous faites. Mais voilà, tout simplement, c'est partagé par. Bon, attends, qui aura le courage de dire qu'il n'est pas d'accord? On n'est pas obligé de débattre de tout. Hein. Oh non, en même temps, moi, on je est suis tous d'accord. Mais oui, évidemment, quand même. Jean-Luc Benamias? Non, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, évidemment, ce qui vient d'être dit. Simplement, quand même, un mot sur les SDIS. Oui. Les SDIS, il faut rappeler que ce sont des volontaires. 80% de nos pompiers sont des volontaires. Et que, à ce niveau-là, c'est une phase critique, pas par rapport à ce que vous venez de dire, hein, que faire attention à ce que ces SDIS continuent à exister et puissent continuer à exister. Souvent, on entend parler de manifestations de pompiers en France. Alors on est un peu surpris, on dit tiens, les militaires manifestent. Non, c'est pas les pompiers militaires. Ce sont les pompiers, ces policiers volontaires qui se sentent parfois, ils savent qu'ils sont utiles, les gens les aiment, mais ils se demandent parfois si on s'occupe vraiment de là où jusqu'à ce qu'il faudrait faire. Sérieux, hein, je dis ça avec un peu de tension parce que j'en ai vu, j'en connais quelques-uns, notamment dans la Drôme. Oui. Parfois ils pleurent parce qu'ils ne sont pas assez reconnus, non pas dans le travail qu'ils font, mais dans la manière dont on les respecte. C'est-à-dire, c'est quoi la manière dont on les respecte? C'est-à-dire que le niveau, c'est les volontaires, hein, ils sont très peu payés. Il n'y a pas beaucoup de statut par rapport à ça. Le statut n'est pas suffisant. C'est pas les permanents. Hein. Oui, je pense qu'en fait que l'opinion publique remercie ces volontaires, les pompiers. Donc il y a vraiment un amour pour ces sauveurs en fait du feu. Enfin même moi j'ai eu un accident, on m'a sauvé, j'ai failli mourir hein, lors d'un incendie. Bon pas de feu de forêt, mais en tous les cas un incendie. Et on m'a sauvé la vie. Ce sont des pompiers. Je les ça remercie. C'est il y a quelques années. Ils sont venus vous chercher. Voilà, ils sont venus avec l'échelle. Ah oui, voilà, vraiment, ils sont venus vraiment me chercher jusqu'en haut, donc ils m'ont sauvé la vie, donc je les remercie. Donc l'opinion publique a un amour pour ces métiers qui sont souvent je dirais mis de côté, et la reconnaissance elle doit se faire par l'État. Oui, il faut qu'il y ait un statut, il faut qu'il soit bien payé, donc voilà. Moi, je suis prêt à payer plus d'impôts. Moi j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas prêt à payer plus d'impôts pour qu'on ait plus de ronds de cuir et les dorures de la République, mais pour ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, qui au péril de leur vie de famille, sont là pour nous, H24. Enfin, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Ouais, le message sera passé. Jean-Luc Benamias, vous aviez un tour de table sur l'Ukraine, la situation de l'Ukraine. Vous n'y comprenez rien, je crois. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas loin d'être ça, mais dans l'auditeur qu'on a eu tout à l'heure de la Ciotat a extrêmement bien résumé ce que je pense. Hein, mais entre ce qu'on pense et ce qu'on a entendu des négociations, je dirais, je vous l'ai écrit, mais qui a compris ce qui s'est passé dans ces négociations? Qui a compris, en dehors du rôle de Poutine et de Trump, ce qu'a essayé de faire l'Union européenne? Moi, j'ai pas compris. J'ai du mal à suivre, comme beaucoup de gens. Or, il faut que ça aboutisse, mais pour l'instant, on s'aperçoit que ça parle beaucoup, dans tous les sens. Et c'est pour ça que je le finis là-dessus. Ce que disait l'auditeur sur le fait qu'à un moment donné, on a abouti à un compromis. Alors il vaut ce qu'il vaut le compromis, mais on a abouti à un compromis. Oui, un compromis, mais pour l'instant pas entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, il n'y a pas encore eu la rencontre. Justement, oui. Il faudra voir ce qui est possible et à quelles conditions et quel jeu joue la Russie, si on a le temps de le voir. Rizlen Selika, un mot, on en a déjà parlé? On en a parlé là tout à l'heure. Vous aviez un tour de table à faire passer, vous avez plutôt une actualité sur laquelle vous vouliez revenir, qui était assez grave d'ailleurs. Ça concerne nos enfants? Absolument. Donc, je pense, Sud Radio, je suis sûre et certaine, est écoutée par de nombreux parents. Moi, je voudrais interpeller les parents, donc, de la radio et même les parents du monde entier, de faire attention. Car une photo sur deux, et donc sur les réseaux sociaux, de vos enfants, sont utilisées sur des sites pédocriminels. Donc ça veut dire que quand vous partagez des photos sur les réseaux sociaux, certains pédocriminels, donc des gens malveillants, hein, voilà, qui sont complètement, on va dire, des pédocriminels, vont utiliser ces photos et les détourner et les mettre sur les dark. Une sur deux, il vient d'où ce chiffre? Il vient c'est les dernières actualités qui sont sorties, voilà. Donc en gros, il ne faut pas rendre public, hein, c'est la définition. Moi, je vais vous dire clairement. Moi là, on va peut-être me prendre pour quelqu'un d'extrémiste. Ne pas mettre les photos de ces enfants sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait les enfants aussi, ils ont leur consentement, donc un jour ou l'autre ils vous le reprocheront. Bon, après
c'est sûr que quand on partage une photo, on va dire ça va, mais quand on voit ces influenceurs qui filment leurs enfants à longueur de journée en live, tout le temps dans des situations, pendant qu'ils prennent le bain, comment on les habille. Vous avez vraiment ça ? Oui, c'est par exemple Poupette Kenza, il y a des gens, je sais pas s'ils les connaissent, ou même Paga Giuseppa, tout le temps on tombe sur ces enfants qui sont, je dirais, hyper sexualisés en fait. Et ça, c'est vraiment malheureux, surtout que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes malveillantes. Il y a une série Netflix qui s'appelle Influence Kids qui raconte en fait ces dérives donc de la mise en lumière en fait sur les réseaux sociaux de ces enfants. Jean-Luc Benamias ? Non, je suis entièrement d'accord. J'ai une attitude peut-être très sectaire par rapport aux influenceurs et aux influenceuses. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Oui, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que qui contrôle tout ça ? Qui a une certaine maîtrise de tout ce qui se raconte ? Voilà. Et là, évidemment, on va en reparler parce que c'est encore pire ce dont on va parler. Mais non, clairement, il faut faire gaffe aux images. Il faut faire gaffe à la distribution des images. Quand je dis ça, évidemment, je ne sais pas très bien comment les contrôler, mais il faut vraiment faire gaffe. Mais après, pardon, mais on ne parle pas que... Parce que bon, ils prennent la foudre en ce moment, les influenceurs. C'est aussi à la mode de taper sur les influenceurs, parce qu'on n'en connaît pas souvent, donc c'est plus facile. Mais quand on parle des photos de nos enfants, c'est les photos de vous, de moi, de monsieur et madame tout le monde. On a tous des potes sur Facebook qui, par exemple, sont contents de montrer qu'ils sont heureux en famille, en vacances, quelque part, sur une plage, ailleurs. Et parfois, il y a la photo du môme, quoi. Donc on ne peut pas leur reprocher... Enfin, c'est naturel de vouloir le faire. Bien sûr, c'est naturel. Même moi, en fait, c'est aussi un débat parce que dans la rue, on est avec ses enfants, on est avec ses neveux, voilà, et il y a des pédocriminels dans la rue. En fait, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut taper aussi sur les pédocriminels. Parce qu'en fait, quelque part, les parents sont victimes de ça. Mais il y a des parents qui savent aussi que quand... n'oubliez pas que c'est un business. Que quand on partage des photos qui ont beaucoup de vues, quand on monte en followers, à ce moment-là, on est attiré par des marques. Les marques sont attirées par les familles. Et donc, de cela, c'est là où il y a des dérives. C'est là que ça devient très compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Ben moi, chaque année, au mois de juillet, je fais une photo avec mes enfants pour voir la chronologie. C'est vrai que je la diffuse et Rizlen a raison là-dessus. On n'est pas assez vigilant et on le fait pas. On le fait parce qu'à un moment il y a un bonheur partagé. Moi je le dis souvent, si des extraterrestres arrivent sur Terre et qui regardent nos albums photos, ils vont dire putain, c'était un peuple hyper heureux ces gens-là. Vous passez un moment triste, vous vous ennuyez, vous n'allez pas vous prendre en photo, c'est terrible quand même. C'est vrai. Il faudrait qu'on le fasse, tiens d'ailleurs. Non, j'ai pas envie de voir vos photos tristes. Mais j'en ai pas moi, j'en ai pas. Après il y a des personnes qui instrumentalisent leur tristesse, des influenceurs qui partagent, ou même pas forcément qui instrumentalisent, qui partagent leur droit en même temps. Oui, c'est leur droit. Mais là on parle des enfants. D'accord. Voilà. Et juste la source, c'est le National Center for Missing and Exploited Children. Ben voilà, le National Center for Missing and Exploited Children. On va tous vérifier notre accent anglais. Allez, dans quelques minutes, on va se retrouver, chers amis, et on va débattre de ce qui s'est passé. On va parler de nous. Comment on a pu laisser des scènes aussi pénibles à regarder, le sort aussi pénible de cet homme, Jean Permanov, qui est mort en direct sur une plateforme. Comment, alors que depuis des mois les signalements se multipliaient, les articles notamment de Mediapart dénonçaient ce qui se passait sur cette plateforme Kix, comment on a pu laisser ça sans même se rendre compte de ce qui se passait et de ce que nos enfants, par exemple, pourquoi pas eux, pouvaient être amenés à regarder en toute impunité et en toute légalité. On en parle dans un instant. Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+, la radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. DAB+. Plus d'infos sur ensemblepourledabplus.fr. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. C'est l'événement de la rentrée sur Sud Radio. C'est les Chevaliers du Fiel. Nous sommes de retour sur Sud Radio tous les jours de 17h à 18h à partir du mois de septembre. Et ça va durer. Septembre, octobre, novembre et toute la suite. Contrairement à Bayrou, nous, on est sûr qu'on sera là. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h, à partir du 1er septembre, uniquement sur Sud Radio.
On est ensemble jusqu'à 19h sur Sud Radio pour débattre de l'actualité avec nos 3 vraies voix du soir. Jean-Luc Benamias en duplex, je le rappelle, membre de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes également avec Rizlane Selika, qui est journaliste, podcasteuse. Et nous sommes avec un élu écologiste, porte-parole d'Écologie au Centre, qui est un élu francilien. C'est Philippe Bouriaki. Tout de suite, nous parlons du meilleur comme du pire. Et pour le coup, c'est du pire de nos plateformes. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est sur le même sujet qu'hier, parce que cette affaire n'en finit plus de nous choquer. La mort de cet influenceur, Jean Portmaneuve, mort en direct pendant son émission sur la plateforme Kix. Il est mort manifestement dans son sommeil. Ça a été vu par des internautes qui regardaient ce qui se passait. Ce qui nous a choqué, c'est pas seulement la mort de cet homme, c'est ce qui s'est passé pendant des mois et des mois, des émissions pendant lesquelles il se faisait, en tout cas harceler. Ça se voyait, il se faisait frapper, malmener, physiquement, humilier. Souvent, on lui peinturait le visage. Comment on a pu laisser diffuser ça gratuitement, en toute légalité, manifestement, puisque pendant des mois, malgré les signalements, malgré les alertes, parfois des médias, parfois même de Mediapart dans une grande enquête, eh bien aucun signalement n'a permis d'arrêter ce qui se passait. On va en parler avec notre invité qui nous rejoint. On est ravis de le retrouver ce soir sur Sud Radio. C'est le député socialiste Arthur Delaporte. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Vous êtes député du Calvados et vous êtes aussi, parce que votre visage dira beaucoup, rappellera des souvenirs à beaucoup d'influenceurs, vous étiez en tout cas le président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques d'un certain nombre de plateformes et de réseaux sociaux. Alors, la question que je vous pose, je me la suis posée à moi-même, Arthur Delaporte, et je pense qu'on peut tous se la poser. On a beaucoup parlé des dérives de certains influenceurs, des dérives de certains réseaux sociaux, de certaines plateformes. Et ce qui se passait là, pendant des heures et des heures, on ne l'a pas vu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que finalement, la tâche est immense et les réseaux sociaux sont vastes. Et que c'était pas le réseau sans doute le plus surveillé, le plus visible. Et on a sans doute péché, enfin je dis on, parle collectivement la société, les régulateurs, parce que il y a une pléthore de contenus, des millions de contenus qui sont publiés chaque jour, des millions de lives qui sont faits chaque jour. Et par ailleurs, il y a eu pas tant de signalements que ça qui ont été faits finalement par rapport à la masse de signalements qui sont reçus sur les différentes plateformes. Parce qu'on avait aussi un public qui consentait à regarder ça et même qui donnait de l'argent, parfois beaucoup d'argent, pour continuer à voir ces séquences d'humiliation dans le cadre d'une économie du sordide. Il faut bien le dire, d'une économie dégueulasse qui se fait de l'argent sur des contenus problématiques. Alors, pardon, mais je vais vous poser cette question-là. Est-ce que, à première vue, pour vous, tout ce qu'on a vu, qui nous révolte, c'est légal ? Une grande partie n'est pas légale. N'est pas légale au sens où, quand il y a mise en atteinte de la dignité humaine, alors on tombe sous le coup de la loi. Il y a une décision importante qui dit en 1995 qu'on ne peut pas, même si on est soi-même consentant, être humilié en échange notamment d'argent, parce que là c'est le cas, on gagne de l'argent à s'humilier. Non, c'est pas légal. Et donc là, les plateformes auraient dû agir, auraient dû supprimer ou suspendre les comptes problématiques, parce que finalement, on ne peut pas humilier des gens gratuitement. Jean-Luc Benamias. Arthur Delaporte a totalement raison. Mais c'est pas difficile à dire. C'est plus difficile à arrêter. Je vous dis, j'ai découvert cette histoire aujourd'hui, quoi. Comment on pouvait en arriver là. Je savais qu'il existait des réseaux pédocriminels, par exemple, qui sont abominables par rapport aux enfants, par rapport aux adultes, par rapport à tout ce qui est prostitution. Mais là, comment... Alors, Arthur Delaporte a répondu, en grande partie, on a du mal à tout contrôler. C'est une des grosses problématiques pour moi de la mise en réseau de tout et de n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça aussi. Par exemple, les vidéos de Jean Portmaneuve, notamment sur TikTok, si on les cumule toutes, c'est presque 1 milliard, plus d'1 milliard de vues en tout. C'était pas si réduit que ça, Arthur Delaporte ? Non. C'était pas, mais en fait c'est pour ça que je dis que c'est pas réduit, mais par rapport à la masse des contenus, finalement ça peut passer, en tout cas ça reste dans une certaine communauté. Vous savez, il y a des bulles de filtre et qui fait que moi je vais pas voir ça, vous n'allez pas voir ça. Par contre, il y a des gens qui vont le voir, il y a beaucoup de gens qui vont le voir, et c'est vrai que TikTok par exemple, on y revient, a une responsabilité aussi dans le fait de ne pas avoir modéré ses contenus, parce que TikTok,
comme Kik se font de l'argent là-dessus. Et donc c'est pas simplement quelque chose qui est résiduel. Parfois j'entends comparer Kik au dark web. Non, Kik c'est peut-être la poubelle de Twitch. C'est-à-dire là où les gens se font bannir parce que leurs contenus sont trop problématiques. Ils vont sur une plateforme qui a fait de son fonds de commerce le fait de laisser des gens qui continuent à produire des contenus problématiques. Mais ces contenus ne sont pas restés sur Kik. Ils sont allés partout. Après, ils sont allés notamment sur TikTok et ils ont continué à faire de l'argent non seulement sur Kik, mais ils ont aussi fait de l'argent sur TikTok, des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Si on cumule, je pense, les rémunérations, les utilisateurs qui gagnent de l'argent un peu en faisant des millions de vues sur Jean Parnaneuf encore aujourd'hui sur TikTok, je pense que ça peut surprendre, mais voilà, c'est des milliers d'euros que les gens vont gagner quand ils font des vidéos à 2, 3, 4 millions de vues et qui sont parmi les créateurs de contenu rémunérés. Donc oui, bien sûr, il y a un peu comme on pourrait avoir dans la presse à scandale, un attrait des gens pour ce qui choque. C'est un attrait parfois un peu coupable, mais du coup, ça fait vendre. Voilà, ça fait vendre comme on vendait de la presse tabloïd. Et on vend aujourd'hui des vidéos morbides. Voilà, comme quand on aime aller au cinéma parfois voir des films d'horreur. Sauf qu'aujourd'hui, le film d'horreur, c'est pas simplement une fiction, c'est réel. Et donc voilà, on a un vrai sujet vertigineux parce que ça met chacune et chacun face à son côté un peu obscur, son côté dark, parce que il y a des gens qui ont payé pour voir ça. Juste avant de donner la parole à nos deux autres vraies voix qui sont avec nous, je voudrais dire ce qu'a dit aujourd'hui Kik, la plateforme, notamment sur le compte Twitter, son compte X, pardonnez-moi. Je cite: « Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Parnaneuf. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, sa communauté. Tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours. Nous nous engageons à collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus. Et en outre, nous avons mis fin à notre collaboration avec l'ancienne agence française de réseaux sociaux. Nous entreprenons une révision complète de notre contenu en français. » Rizlen Selika. Oui, moi ce que je voulais dire quand même à Monsieur Delaporte, c'est que il y a eu beaucoup de signalements, il y a eu une enquête de Mediapart. Ces personnes, ces acolytes, ils ont été aussi en garde à vue. Il y a eu une ouverture d'enquête par rapport à cette histoire. Et ensuite, pendant un mois, ils ont même été à Malte pour se réfugier. Ils s'étaient un peu endormis, puis ils ont repris en fait leur challenge complètement ignoble. Moi, je voudrais dire quelque chose. En fait, il y a un streamer qui m'a dit dernièrement en interview, Bastos, il m'a dit: le peuple veut du sang. Il m'a dit aujourd'hui, c'est comme l'arène, c'est comme des gladiateurs, mais juste c'est qu'aujourd'hui, c'est à une puissance exponentielle parce que c'est le monde entier qui regarde. Et puis Kik, c'est pas forcément la poubelle de Twitch. Kik, c'est une plateforme australienne qui est plus souple que Twitch, manifestement. Et moi, je pense que on pourrait faire une sorte de grande commission d'enquête sur toutes les plateformes et aller plus loin, parce que moi, je suis pas d'accord. Tout n'est pas noyé. Il faut juste s'intéresser. Il y a des journalistes qui sont intéressés, comme nous, complément d'enquête, on s'était intéressés aux arnaques des influenceurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Delaporte. Donc très bien de ce reportage. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'on me posait la question de moi si j'avais vu. Et donc moi, je reçois des dizaines de signalements de gens qui me disent: ah, regardez, cet influenceur, c'était tous les jours. Tous les jours, je le reçois. Mais moi, je suis pas la justice, je suis pas la police. Par contre, là où il y a eu des défauts, il faudra voir ce qui s'est passé. C'est pourquoi les signalements, il y en a eu un de la LDH et un lié aux questions de Mediapart, n'ont pas été traités par l'Arcom. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau judiciaire et au niveau de la police. Oui, mais l'Arcom n'a pas de pouvoir là-dessus, sur ces plateformes. Non, mais bien sûr, attention. C'est une plateforme australienne. Relativisons. C'est une plateformme australienne. Non. Je veux dire. Alors, une personne à la fois, et on va y arriver. J'ai fini de vous répondre sur vous m'avez interpellé. Allez-y. Il y a eu une enquête de police et la police peut très bien ordonner à n'importe quelle plateforme dans le monde de retirer des contenus problématiques. C'est pas lié en fait à une question de compétence parce qu'en fait la France, le droit français s'applique partout dans le monde. Moi j'ai fait la loi influenceur, vous savez, elle s'applique partout dans le monde, à l'exception de l'Union européenne où il y a le principe de pays d'origine qui fonctionne. Ça veut dire que si par exemple l'influenceur est enregistré dans un autre pays européen, alors dans ce cas c'est la loi du pays européen qui s'applique. En fait c'est à peu près la même chose pour les réseaux sociaux.
Si Kik était enregistré en Europe dans un pays européen, ça serait à charge de, par exemple, l'Irlande, d'appliquer une régulation. Là, en l'occurrence, ils n'étaient pas enregistrés nulle part dans l'Europe. Donc, du coup, on pouvait leur poser des questions. L'Arcom aurait très bien pu se saisir de ce rôle-là. Ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas forcément traité le signalement de la bonne manière. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est pas leur rôle, et c'est là où je réponds sur le deuxième point, de faire ces demandes de retrait de contenu. Les retraits de contenu problématiques, les retraits de contenu illégaux, c'est le rôle de la police, notamment de la justice. Et donc c'est peut-être là, au niveau de l'enquête, où ils sont pas forcément allés assez loin, notamment parce que Jean Portmanov a dû arriver en disant, bah écoutez, moi je consens à ces contenus. Mais sauf qu'en fait, voilà, on aurait pu aller plus loin, plus vite et plus largement. Ce que disent les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est que on a un sentiment d'impuissance parce qu'il y a beaucoup de signalements qui sont faits et bien souvent les contenus problématiques ils restent en ligne. Et donc le sujet c'est de continuer là-dessus. Alors évidemment, et pour le dernier point que vous soulevez, il faudra continuer de travailler. Une grande commission d'enquête, vous savez, une commission d'enquête. Moi j'ai fait une commission sur TikTok. Rien qu'en se focalisant sur TikTok et les mineurs, on a bossé comme des dingues. On a auditionné 170 personnes. Ça nous a pris 4-5 mois. Et une commission d'enquête ça dure 6 mois. C'est limité. Donc évidemment que le travail va continuer. Moi, j'étais nommé parlementaire en mission par le gouvernement et je dois rendre un rapport. Est-ce que vous ferez une nouvelle en commission décembre prochain? Alors, est-ce que vous êtes prêt à lancer une nouvelle commission d'enquête? Je vais continuer à travailler là-dessus. Mais une commission d'enquête, chaque groupe n'a le droit d'en lancer qu'une par an. Alors moi, je veux bien lancer autant de commissions d'enquête que vous voulez sur ces sujets-là parce que je pense qu'on a vous appelez vos collègues d'autres groupes à lancer une commission d'enquête sur ce qui s'est passé? Je ne sais pas si c'est sur ce sujet-là qu'il faut lancer une commission d'enquête, parce que les sujets sont structurels. On a aujourd'hui un problème ce que je disais tout à l'heure, d'une économie du sordide. Et donc ce qui se passe, c'est que vous avez toutes les plateformes. Il n'y a pas donc Meta, comment on les etc., régule? qui gagnent de l'argent. Donc la question c'est comment on les régule, comment on renforce l'application du droit européen, comment on met en place des procédures efficaces pour les retraits rapides de contenu. C'est en train d'arriver, il y a des signaleurs de confiance qui sont en train d'être authentifiés. Eh bien on en reparlera. Directement demander à Meta, etc. de retirer les contenus dans les 48 heures. Maintenant, le sujet c'est de continuer à renforcer notre droit et je peux vous dire qu'au Parlement, on y travaille. En tout cas, moi j'y prends ma part et on va continuer à le faire parce qu'en effet, commission d'enquête ou pas, il faut qu'on continue à faire évoluer notre droit sur un espace qui ne peut pas être le Far West. On en reparlera, pourquoi pas avec vous et avec vous tous d'ailleurs. Merci Arthur Delaporte d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle par ailleurs porte-parole du PS et député socialiste du Calvados. Merci à nos 3 vraies voix, Philippe Bourriaki, je le rappelle, écologiste, porte-parole d'Écologie au Centre. Merci à Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est mobilisé dès le début d'ailleurs dans cette histoire et avant le dénouement tragique, il faut quand même le saluer. Et merci à vous, Rizlen Selika. On peut retrouver vos podcasts sur Oui, donc sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube, Rizlen Selika. Et merci pour la liberté d'expression que j'ai pu avoir aujourd'hui. Bienvenue à vous sur Sud Radio. C'est le principe. Parlons vrai. Même quand on n'est pas d'accord, on est là pour débattre. Allez, je vous laisse entre les mains de Jean-François Aquili, qu'en plus vous aurez le bonheur de retrouver demain dans le Grand Matin Sud Radio. Bonne soirée.